Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être au deuxième sommet sur le développement professionnel en éducation dans la province de Québec. C'est un plaisir encore de se retrouver à plusieurs personnes du milieu d'éducation aujourd'hui à Saint-Hyacinthe pour réfléchir au développement professionnel, mais surtout co-construire. Demain, vous allez avoir la chance de vraiment partager vos idées et d'influencer le milieu de par votre expertise. Donc, je vais vous présenter ma co-animatrice et avec qui on a travaillé sur le comité organisateur du colloque. On prendra un moment pour les nommer, ces gens-là. C'est Geneviève Marcoux. Geneviève Marcoux, elle est personne ressource au SNIP, qui est le Carrefour national d'insertion professionnelle en enseignement, et ils sont situés dans la région de la Commission scolaire de Laval. Et puis, Geneviève et le SNIP est partenaire avec le Cadre 21 pour cet événement. Vous vous demandez qui est Cadre 21. Alors, Cadre 21, c'est une équipe. Présentement, Jacques Coul est avec moi sur la scène. Donc, eux ont eu une initiative et nous, le SNIP, on collabore avec eux. Le Cadre 21, en fait, c'est le résultat de plusieurs passionnés d'éducation qui se sont retrouvés autour d'une table à réfléchir en 2012 à qu'est-ce que pourrait être un accompagnement pour le développement professionnel des enseignants. Plusieurs comités de réflexion, des chantiers où plusieurs personnes ont soumis leurs idées, ont mijoté. Et finalement, CAD 21 est devenu une organisation qui accompagne les enseignants partout dans la francophonie mondiale pour justement leur permettre de se développer des outils dans leur développement professionnel. Et il s'appuie aussi sur tout ce qui est au niveau de la pédagogie et la recherche de les meilleures pratiques probantes dans les écoles. Donc voilà qui est Cadre 21. Le SNIP, lui, il a comme mandat d'accompagner les milieux scolaires, dont vous faites partie, pour la mise en œuvre de différentes pratiques, des programmes et des dispositifs pour une insertion réussie des enseignants en début de carrière. On sait à quel point de 0 à 5 ans, c'est un moment vital dans le cheminement professionnel des enseignants et vous accompagnez non seulement ces gens-là, mais ceux qui accompagnent les enseignants dans différents milieux. Tu as mentionné la francophonie, je tiens à souligner la présence. On a même une délégation de Genève parmi nous. Merci d'être là. Donc, l'Institut international de l'Annecy. Pour ceux qui sont intéressés par les aménagements flexibles, allez voir ce qu'il y a dans un de leurs bâtiments. C'est tout à fait intéressant pour les bonnes raisons liées à l'apprentissage. Donc, voilà, vous avez eu la chance d'arriver un peu plus tôt pour la plupart d'entre vous. Vous avez circulé dans la salle. Merci à plusieurs partenaires présents pour le cocktail de réseautage. Nous avons, les deux équipes organisatrices, voulu innover, permettre d'échanger, permettre de voir quelles sont les offres en développement professionnel au Québec. Donc, vous avez plusieurs organismes présents ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir justement bonifier cette soirée-là au deuxième sommet du développement professionnel. Donc, ce cocktail de réseautage, j'aime le terme mixologie professionnelle et personnelle ou sociale. Donc, profitez après ce moment de présentation et d'allocution, de retourner voir ces partenaires-là qui jouent un rôle de différentes façons pour la formation continue de tous les enseignants sur le territoire québécois. On voudrait aussi prendre un moment pour remercier le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec et le gouvernement, on peut dire autant pour le SNIP que pour le Cadre 21, c'est un soutien financier très apprécié, donc nous tenons à le dire. Voilà, donc je crois que nous pourrons laisser place à la personne, notre invité de la soirée? Oui, parce que nous, après, on va revenir, on va quand même se mettre au diapason par rapport à ce qui nous attend demain, les gens ici.
et aller chercher un peu vos attentes également. Donc, Geneviève et moi, nous allons revenir après. Pour l'instant, je vais demander à mon collègue de l'équipe d'Amateur, M. Maxime Pelchat, à venir présenter notre conférencier. Nous sommes au printemps de 1989. J'ai 10 ans. Oui. Mes parents viennent de faire un grand saut dans la modernité. Après des mois de négociations très serrées, ils ont enfin dit oui. Notre télé sera désormais branchée au câble. Quand j'en ai vu chez des amis, il y avait sur le câble une chaîne fantastique qui présentait des émissions jeunesse toute la journée. Ah, le canal famille. Du divertissement animé à toute heure. Mais au-delà de mon initiation au classique de la littérature, il y a des dessins animés comme Les Aventures de Tom Sawyer, Tour du monde en 80 jours. Je savais pas à ce moment-là que mon passage vers la préadolescence m'amènerait de plus en plus du canal 26 au canal 20. Là où le vidéoclip était roi, Musique Plus, la télé en stéréo. Déjà très branché à la radio, ma relation avec la musique allait muter profondément. Les mélodies prenaient un nouveau sens grâce à la trame narrative qui était ajoutée. Les Beatles avaient beau avoir défriché ce territoire artistique depuis plus de 20 ans, dorénavant, c'est toute la musique populaire qui devait passer par ce médium pour exister. En même temps qu'on passait du support cassette au futurisque disque laser, il fallait désormais que les chansons soient mises en image, la musique en vidéo. On entendait les échos de Sting scandant I Want My MTV en ouverture de Money for Nothing avec Dire Straits depuis 1985. Là, nous avions désormais notre MTV Made in Montreal. Et notre invité de ce soir était de la première cuvée officielle de VJ, un nouveau métier au cœur d'un nouvel environnement médiatique. De nouveaux produits culturels, des manières créatives pour les aborder, des présentateurs déjantés, dans un cadrage de caméra mobile, des accès à 45 degrés. C'est l'audacieux Jean Leloup qui en témoignait avec justesse à l'époque. En 1990, c'est l'heure des communications. Ouais, c'était il y a 30 ans. Et vous connaissez la suite. En plein âge d'or de la télé câblée, Internet est arrivé comme un tsunami. Après un tremblement de terre dans les profondeurs avec l'informatique pour tous au milieu des années 90, la vague de fond a atteint les terres et est venue chambouler tous les modèles culturels établis il y a quelques années à peine. Les habitudes du public changèrent rapidement. Les artisans, au cœur de la tempête, ont eu à se redéfinir, s'adapter, se transformer, se réinventer. Si Video Killed the Radio Star, MySpace et YouTube ont carrément avalé la génération MTV. Le numérique est venu tout aspirer sur son passage, ouvrant du même coup un nouveau territoire d'une ampleur jamais vue. Ainsi, même si Musique Plus disparaîtra des ondes télévisuelles l'été prochain, la musique en vidéo, elle, continue d'évoluer avec ses artisans. Nous avons la chance d'accueillir ce soir un homme qui a été aux premières loges de cette petite révolution dans le panorama culturel du Québec, qui s'ouvrait sur un nouveau monde il y a 30 ans. Animateur et artiste, il a dû, comme d'autres de sa génération, se réinventer à travers les transformations qui ont suivi. Modèle de résilience et de créativité, c'est avec grand plaisir que je laisse la place à une figure marquante de la jeunesse musicale de ma génération, Mesdames et Messieurs, M. Paul Salazar. Merci pour la super présentation. Vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que, comme vous avez peut-être pu le lire, mes deux parents étaient professeurs.
et donc de venir au sommet du développement professionnel aujourd'hui avec le thème la capacité de s'ajuster aux défis personnels et professionnels, donc perspective de croissance. Ça me parle énormément. Et vu que j'ai des gens du domaine de l'éducation en face de moi, ça me touche d'autant plus parce que j'ai grandi avec 2 parents professeurs au cœur d'un quartier passablement industriel, avec des gens qui travaillaient beaucoup à l'Alcan. Donc, on avait de l'air de la famille hippie, peace, le gazon pas tondu, les arbres pas coupés. En cours, c'était des premiers prix de jardinage. Mais c'était chez nous que les enfants venaient jouer. Et ça révèle beaucoup de choses. J'ai été très touché par certains souvenirs avec ma mère, entre autres, qui était enseignante au primaire, qui aimait beaucoup les enfants, et les enfants le lui rendaient bien. Et je me rappelle qu'un jour, on avait un boisé derrière la maison, et soudainement, il est apparu 2 pimpounets de 7 ans qui avaient un bouquet de fleurs sauvages avec des dessins avec ma mère, puis les 2 à côté avec plein de cœur, et il venait lui dire personnellement sur son propre terrain qu'il l'aimait. Alors, c'était vraiment très touchant. Ma mère est sortie, elle est allée chercher le bouquet de fleurs, et puis elle a parlé aux 2 enfants, puis elle leur a dit « Bon, ben, on va aller vous mener à vos parents. » Au fil des années, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour me dire aussi « Écoute, on doit te faire confiance, on détestait la matière que ton père enseignait, mais on adorait ton père. » Alors, on n'aimait pas l'histoire de l'art, mais aujourd'hui, on aime l'art beaucoup grâce à ton père qui a su, par sa passion, par son feu intérieur, trouver des méthodes pour nous passionner, pour nous traduire sa passion pour les arts et les beaux-arts. Et aujourd'hui, à 85 ans, il se prépare à faire un livre numérique sur la préhistoire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on part de 40 000 ans jusqu'à 85 ans. Et on fait de la préhistoire un livre numérique. Je trouve ça vraiment novateur pour mon père, que je trouve la chance que j'ai, c'est qu'il soit mon meilleur ami encore aujourd'hui et qui se renouvelle constamment. C'est un exemple pour moi de renouvellement. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire, je me suis adressé quelques fois en public au cours de ma vie, puis à un moment donné, j'ai perdu l'illusion sur le fait de parler à un groupe, parce qu'on ne parle pas à un groupe, on parle, disons, à 130 fois aujourd'hui, disons que vous êtes à peu près 130, on parle 130 fois à une personne. Alors je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je m'adresse personnellement à chacun d'entre vous et je vais essayer de vous communiquer ce que j'ai à dire comme si je m'entretenais avec vous one-on-one pour utiliser l'anglicisme. Et je vais parler avec mon cœur. J'ai pris quelques notes, mais donc je vais lire un petit peu des fois. Et je surnommerais le monde de l'éducation comme un monde des plasticiens du cerveau. Vous êtes des plasticiens, des sculpteurs de l'esprit humain. Vous êtes des gens qui travaillent à métamorphoser les ondes cérébrales des gens, les courants électriques de leurs neurones et les chimies de leur cerveau pour qu'ils s'intéressent soudainement à apprendre. Moi, je me rappelle que les professeurs qui m'ont inspiré, dont M. Tremblay en sciences religieuses, et pourtant, ce n'est pas nécessairement un sujet qui m'était, c'est pas un sujet que j'aimais particulièrement, mais lui était tellement buzzé que ça m'inspirait. Et il m'a peut-être aussi appris à être un apprenant toute ma vie. C'est ce que je fais depuis le début de ma vie. J'apprends sans arrêt. J'apprends beaucoup et c'est ce qui me rend vraiment heureux. J'utiliserai la phrase de M. Mandela pour commencer. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et quand on entend ça de M. Mandela, on sait que c'est pas des broutilles. Donc, je dirais que pendant mes années de bouddhisme, on dit que dans le bouddhisme, il y a 80 000 enseignements, mais il y en a un qui parle des états de vie. Et dans le bouddhisme, ils sont au nombre de 10. Les 4 premiers états sont des états qui nécessitent aucun effort et qui sont propres à se laisser dériver dans la vie.
Mais quand on arrive au milieu des États, là, on commence à voir l'état d'humanité. Et dans le haut de la grille des États, on retrouve vraiment le domaine de l'éducation et de l'enseignement. À savoir, il y a l'état d'études qui est assez élevé, dans lequel vous, le monde de l'éducation, les professeurs, tous les intervenants, vous plongez les gens au cœur de l'état d'études. L'état d'études provoque ensuite un état qu'on appelle la réalisation, c'est-à-dire que moi, si on m'introduit un sujet extrêmement intéressant, de façon passionnée, avec créativité, lorsque je vais me retrouver chez nous, ou dans mon espace personnel, mon cerveau va se mettre à fonctionner sur des nouvelles idées et je vais faire mes propres réalisations grâce au fait qu'on m'ait enseigné et donné le goût d'une matière. Il y a l'état encore plus haut que ça qui s'appelle l'état de Bodhisattva. L'état de Bodhisattva, c'est l'état qui est celui de servir sa communauté. Alors on peut dire que dans la salle ici aujourd'hui, c'est que des bodhisattvas qui, de toutes sortes de façons, s'affairent à parler aux gens avec créativité en se dévouant au fait qu'ils deviennent autonomes dans la vie. Et ça, pour moi, c'est très, très riche, généreux, rempli d'humilité et de reconnaissance. Et au sommet des États, et je dirais que vous êtes tous des Bouddhas ici dans la salle, puisque l'un des attributs les plus importants du Bouddha, selon tout le canon philosophique, est l'enseignement. Et l'une des préoccupations qui a jalonné sa vie, c'est de trouver des figures de style pour expliquer aux gens qui sont en face de lui comment comprendre tel ou tel aspect de sa vie. Et tout au long de son existence, il a trouvé des façons, des figures de style, des paraboles pour aider les gens à comprendre mieux leur sphère d'existence. Alors, on peut dire que vous êtes des enseignants et je sais, pour avoir côtoyé 2 enseignants toute ma vie, que vous êtes toujours en train d'imaginer une nouvelle façon d'expliquer une matière à ces merveilles de l'humanité qui sont en face de vous et que vous préparez à être autonome. Je dirais que j'ai une passion incommensurable pour l'étude, l'apprentissage. Aborder de nouvelles sphères de connaissances, pour moi, c'est l'essence de mon bonheur. Me retrouver face à l'inconnu me stimule parce que je sais bien que si j'y mets le temps, la patience et l'effort, je vais maîtriser à la mesure de ma personnalité ces nouvelles connaissances dans le but de les appliquer dans mes activités. Je dirais que la première transformation majeure que j'ai rencontrée, c'est un déménagement aux États-Unis pour justement la thèse en histoire de l'art de mon père. Il faisait une maîtrise et donc nous sommes déménagés à Bloomington dans l'État de l'Indiana pour que mon père complète sa thèse dans le but de devenir professeur en histoire de l'art. Et à ce moment-là, ma mère qui enseignait au primaire, moi j'avais 7 ans, ma sœur 9, elle nous a enseigné pendant les 2-3 premières semaines. Éventuellement, mes parents se sont consultés puis ont dit, écoute, on va leur demander s'ils aimeraient aller à l'école. Alors, ils m'ont dit, écoute, Paul, aimerais-tu aller à l'école au lieu d'être à la maison? Puis, on a répondu par l'affirmative. Alors, on s'est donc retrouvé du jour au lendemain dans une école américaine sans jamais avoir parlé anglais. Mais comme j'avais pas de préjugés défaitistes et que le fatalisme ne m'avait pas encore atteint, si un jour il m'a atteint, il m'a quitté depuis. Mais donc, je suis rentré là-dedans, puis mon poreux petit cerveau de 7 ans a appris l'anglais à l'intérieur de 6 mois, ce qui allait être déterminant pour la suite des choses, parce que si j'avais pas parlé anglais, on m'aurait pas engagé à Musique Plus. Donc, ça a été toute une expérience d'apprendre l'anglais et ça a été toute une expérience d'atterrir dans cette culture-là que je connaissais pas du tout et avec laquelle j'allais composer pour les 2 prochaines années. Et ça a été pour moi une expérience
vraiment extraordinaire. Je dirais qu'à 7 ans aussi, quelque chose qui allait être déterminant pour mon avenir, c'est l'achat de ma première enregistreuse par mon père qu'il m'a offert, sur laquelle j'ai enregistré mes premières voix de monstres et je dissimulais mon cassettophone. J'allais au petit restaurant du coin et j'activais Play pour faire entendre les monstres à la clientèle du restaurant qui n'appréciait pas particulièrement, mais finalement, ça allait être déterminant pour tout ce que j'allais faire de mon métier plus tard, qui m'aide encore aujourd'hui à gagner ma vie. À 21 ans, à 20 ans, j'ai commencé l'apprentissage simultané des métiers de DJ et de barman, alors que ce fut une époque où je suis allé travailler dans les bars. Alors, j'ai appris comment mixer des chansons, j'ai appris comment mixer de l'alcool et j'ai appris comment me mixer moi-même dans ma tête et pour finalement en ressortir avec des nouvelles connaissances, un peu ébréchées à la suite de quelques événements nocturnes. Et donc, j'ai commencé à travailler au câble, à Télésag, au Saguenay, comme animateur. Mais je dois vous avouer que c'était très, très rare que je faisais des entrevues. Je faisais peut-être une émission par 2 mois. J'interviewais les gens de toutes horizons culturels, donc de tous horizons culturels. Donc, ça pouvait être culinaire, ça pouvait être musical, ça pouvait être artistique. Mais je dois vous avouer bien candidement que j'avais très, très, très peu lu. Et lire, pour moi, se résumait plus à regarder qu'est-ce qu'il y avait sur la boîte de cornflakes ou qu'est-ce qu'il y avait dans le catalogue Canadian Tire pour les équipements de hockey ou les tondeuses. Mais la lecture proprement dite, j'en avais pas fait beaucoup. Cependant, un soir, je présentais un spectacle. On m'avait engagé pour présenter un spectacle à Jonquière à l'âge de 23 ans. Et dans les coulisses, il y avait Musique Plus qui était de passage pour accompagner ce groupe-là dans leur tournée. Ils avaient perdu une animatrice la veille. Et là, ils ont décidé de trouver une animatrice ou un animateur sur leur chemin. Ils étaient à la recherche de quelqu'un d'inconnu qui pourrait peut-être faire le travail. Alors, ils m'ont rencontré après ma présentation. Ils sont venus me voir à l'arrière-scène. Ils m'ont dit, pourrais-tu nous présenter une vidéo, faire quelque chose, voir qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc, j'ai présenté une demande spéciale. Et donc, ça a marché, Caroline Debin. Ils m'ont rappelé 2 semaines après, mais moi, j'avais oublié parce que c'était absurde pour moi. C'était même pas une pensée de pouvoir aboutir dans un endroit rêvé comme celui-là. J'ai reçu un téléphone au bout de 2 semaines qui m'invitait à venir à Montréal pour faire une entrevue réelle, un vrai entretien avec les gens de Musique Plus. Alors, mon père m'a accompagné. Nous sommes arrivés à Montréal en face de Musique Plus 2 heures avant. Et là, on s'est en allé au petit restaurant du coin où il y avait un monsieur libanais qui faisait des pitas. Et là, soudainement, il m'a dit « Mais vous êtes à Musique Plus, vous êtes animateur. » J'ai dit « Non, j'ai jamais mis les pieds à Musique Plus. »« Ah, ça va marcher, vous allez voir. Vous êtes vraiment ce genre de personne. » J'ai dit « Ben, merci. » C'était comme prémonitoire, cet homme extrêmement sympathique, chez qui j'ai mangé abondamment par la suite et qui est devenu un ami. M'annonçait avant tout le monde. Ça devait être l'univers qui venait me visiter par son billet avant que j'entre là, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait l'entrevue, on s'est mis à parler et 3 semaines après, je recevais la confirmation que j'arrivais à Montréal et le romantisme de ce travail s'arrêtait là. Et je vous prie de me croire. Parce que, bon, j'arrive à Montréal, on m'accueille. Ah, c'est Sonia qui m'accueille. Oh, Paul, tu es mon petit frère, je t'aime tellement. Oh, les cheveux longs, regardez, il a l'air d'un adolescent. Et donc, Sonia est à côté de moi, elle m'enveloppe comme une grande sœur. Elle me fait visiter les studios qui mesuraient 45 par 15 à l'époque. Donc, c'était un espace relativement petit. Je rentre dans les bureaux. Le lendemain, je reviens, on monte mon bureau, on me monte un peu les filières. Et le surlendemain, on me présente Richard Monpetit. Richard Monpetit qui allait être mon mentor, comment dirais-je, tortionnaire, qui allait surveiller
la totalité des interventions dont je ferai la préparation. Alors, je reviens au fait que j'avais très peu lu et soudainement, je me retrouve du jour au lendemain à devoir faire 100 apparitions par semaine à la télévision, donc 100 fois revenir devant la caméra, parler d'une multitude d'artistes. Donc, je devais constamment colliger des milliers d'informations. Et ça a été une des courbes d'apprentissage les plus brutales, mais combien extraordinaires. Parce que soudainement, oui, ça a été très dur, ça a été une intoxication intellectuelle pour commencer, mais éventuellement, je me suis retrouvé à me sentir extrêmement libre de parcourir n'importe quelle publication et soudainement, mon devoir était tellement de lire que quand j'arrivais devant un livre ou un magazine, de quelque ordre qu'il soit, je pouvais m'y plonger, puis soudainement avoir accès à un monde de connaissances infinies. Et au début, il y a quelqu'un de l'entourage de Musique Plus qui était un peu peut-être l'éminence grise qui venait nous voir de temps en temps pour nous faire des suggestions, m'avait dit, il était français, « Mon cher Paul, venez vous asseoir avec moi, je vais vous indiquer quelques petites informations qui pourront peut-être vous aider dans l'avenir de votre métier. » Alors, et là, on s'assoit ensemble. Je parlais encore de même un peu au Saguenay, là, mais là, j'allais arriver dans un endroit où il fallait que je m'exprime plus télévisuel. Donc, je vous suggère d'écouter des gens de la culture et aussi de lire à tous les jours Le Devoir. Le Devoir. Alors, il me sort un exemplaire du Devoir que je me mets à lire, dont je comprenais les mots, l'enchaînement des mots, mais dont le sens m'échappait complètement. Les articles politiques m'étaient totalement étrangers, mais je me suis mis à lire Le Devoir et je me suis pris à être passionné par ça. Je trouvais ça un peu dichotomique, le gars aux cheveux longs qui interviewe des rockstars, lire Le Devoir à chaque jour, mais c'est ce qui a façonné mon vocabulaire pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir disons, avoir une certaine crédibilité dans l'expression que ça allait commander. Alors, je me suis mis à étudier sans arrêt et à apprendre à vivre à Montréal à travers ça. Je dirais que c'est peut-être là que j'ai adopté la posture d'apprenant et de curiosité. D'être curieux a été pour moi le plus grand allié, la curiosité. Passer de la résistance à la flexibilité et la curiosité, de toujours être extrêmement curieux par rapport à ce que la vie me présente. Autant les échecs que les victoires, les tristesses que les joies, les déceptions que les ravissements. Et donc, ce qui était aussi assez étrange, c'est que de Chicoutimi, le 31 décembre 1986 à, mettons, février 1987, je me retrouvais de DJ dans un petit cubicule d'un bar souterrain à Chicoutimi à interviewer Bon Jovi à Chicago. Donc, c'était assez... comment dirais-je, invraisemblable, c'était presque utopique. Et comme mon père m'avait toujours enseigné l'humilité et la simplicité, quand j'ai interviewé Bon Jovi, ce à quoi je pensais, c'était Arvida. Je pensais curieusement beaucoup à toute mon enfance qui me défilait dans ma tête pendant que je rencontrais ce monsieur-là d'une popularité totalement invraisemblable à l'époque. Et donc, l'humilité ne m'a jamais quitté et mon père m'a toujours aidé à la cultiver, à la garder au creux de mon ventre et à en faire ma plus grande alliée à travers tout ce processus qu'on peut appeler succès, mais qu'on peut aussi appeler chute dans l'obscurité quand le succès, tel qu'on nous l'a présenté, s'enfuit de nous comme un vent. Et donc, à 30 ans, j'ai décidé de faire un album avec des gens, et puis j'ai fait un album. Je vous dirais bien honnêtement que la poésie n'était pas aboutie,
La musique était intéressante, correcte. C'était un album correct, tu sais, mais c'était pas un grand disque. Et moi, qui arrivais du monde du rock, j'interviewais toutes sortes de bands rock, Kiss, Def Leppard, Suicidal Tendencies, Slayer, des gens durs mais tendres à l'intérieur. J'ai réussi à avoir beaucoup de tendresse dans ces gens-là, mais c'était un monde archi... Et là, moi, j'arrivais avec un album pop plein de tendresse, plein de douceur. Et on m'a attribué quelques colibets dont je ne vous ferai pas l'énumération ici, mais qui étaient plus ou moins flatteurs. Alors, j'ai eu la chance de faire une rencontre assez marquante lors du sommet de la disque, lors de mes 30 ans, c'est là que j'ai sorti mon album. J'étais dans la suite de cette compagnie de disques avec tout le producteur, puis tout le baratin et tout le gratin. Et là, on était dans un genre d'illusion, dans une bulle. Et soudain, je vois au fond de la salle quelqu'un se diriger avec beaucoup de motivation vers moi. Et c'était le rédacteur en chef de Voir, Laurent Saunier, qui, vous dire qu'il était à gauche à l'époque au niveau culturel serait un euphémisme. Et donc, il me regarde et me dit « Paul, t'es fini. » J'ai dit « Pardon? » Il dit « T'es fini. C'est fini ton affaire. » Et c'est l'homme le plus honnête que j'ai rencontré à ce moment-là. Ce qu'il venait de me dire, c'est que cette étape-là dans ma vie venait de finir. Je devrais, pendant les prochaines années, me réinventer, recommencer à zéro, réinventer ma trajectoire, comprendre à nouveau qu'est-ce que serait ma vie professionnelle. Il avait raison parce que quelques mois plus tard, mon album était chose oubliée. J'ai pas été invité au party de Noël de la compagnie de disques. Mon boss de Musique Plus m'a remercié avec toute la grâce que je lui connaissais à l'époque, c'est-à-dire vendredi à 4 heures, laisse tes clés sur le bureau de la secrétaire, prends la boîte qu'il y a là, vide ton bureau et sors en compagnie de la sécurité. Ça a été assez cavalier et juste pour vous dire, le vendredi, à cette époque-là, Musique Plus était foisonnant de la plus grosse foule de travailleurs qu'il y avait, c'était le vendredi à 4 heures. Et c'est là qu'il m'a dit « Out, buddy ». Et donc, ce que Laurent Saunier m'avait dit était totalement vrai. C'était fini. Moi, j'étais fini dans ce que j'incarnais à ce moment-là. Et donc, je suis parti avec ma boîte chez moi, avec une brocheuse, avec une perforeuse, 3-4 billots d'artistes. Et c'était... Je ne peux pas vraiment vous expliquer, mais tout était au ralenti. Je me suis ramassé chez moi. Et là, soudainement... Les mois ont passé très rapidement et ce qui a été formidable, aujourd'hui encore, j'y pense, j'ai fait faillite, perdu ma compagne, perdu mon auto, perdu mon appartement. J'ai eu l'extrême bonne fortune de faire table rase. À l'époque, je ne l'interprétais pas tout à fait comme ça, mais aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à me réinventer dans le domaine parce qu'à Musique Plus, j'avais un peu commencé à faire la voix. J'étais la voix officielle de la chaîne. Donc, je faisais toutes les voix de Concert Plus, puis Rock Velours, puis bon, j'annonçais toutes les émissions. J'avais tout le temps eu une passion pour le travail de voix. Et donc, c'était en plein le moment de me plonger dans le travail de voix. Et donc, dire que j'ai dû faire preuve de résilience et d'adaptabilité à ce moment-là serait léger. J'ai commencé à fréquenter les sphères du doublage comme, comme un mouton arrive au cœur des loups. J'ai donc visité quelques studios, je me suis assis, dont à un moment donné, c'était Caillou. C'était le doublage de Caillou. Je dois vous dire que j'ai assisté à 400 heures de doublage avant de faire ma première ligne, qui ne fut qu'un onomatopée interprétant un petit oiseau au printemps. Mais c'était ma première ligne. Alors, c'était une victoire. Peut-être que c'était l'oiseau parce que je commençais à m'envoler. Et là, j'assiste pendant 3 semaines à une session de doublage chez Sinard à l'époque pour Caillou. Je suis assis dans le coin, petit.
Et là, soudainement, la directrice de plateau se tourne et « Est-ce que je vous connais? Non. Ah bon? Vous vous appelez? Paul Sarrazin. Paul Sarrazin, d'accord. Ah bien, c'est bien. Elle continue, elle ne me parle plus. Une semaine après, elle dit « Bon, nous avons un petit moment. Si vous voulez bien aller nos micros, nous allons faire un essai. » C'était un moment d'une très grande nervosité. Je ne comprenais rien au doublage, j'avais aucune confiance en moi, mais je me disais, c'est l'heure où on y va. Alors, elle me met une phrase d'un rôle masculin, je bute, j'essaie, je comprends rien, c'est pas bon. Elle me dit, OK, ça suffit. Bon, Monsieur Sarrazin, comment vous dirais-je? Ce n'est pas tout à fait dégrossi. Je dis, ah oui? Non, ce n'est pas tout à fait dégrossi. Je dirais que vous devriez avoir quelques travaux d'interprétation, de lecture, peut-être de théâtre. Avez-vous pris des cours de théâtre? Je dis non. Ah, je vois là une nécessité pour vous. Je dis, OK, merci beaucoup. Là, la prochaine activité fut de m'enfourner dans ma douillette pour les 15 prochains jours, en me rendant compte que point ne serait là le début fulgurant de quelque chose qui marchait vraiment. Mais après ça, je me suis mis à constamment assister, mais à lire la rythmo, parce qu'en doublage, il y a une rythmo qui défile, et lorsque le mot croise la ligne, c'est là qu'on doit le dire. Ça, c'est le niveau technique. Après, il y a le niveau d'interprétation et tout ça. Mais j'ai visité des doublages, parlé dans le vide, en silence. Et soudainement, Musique Plus est revenu me hanter pour les bonnes raisons. À une certaine époque, j'avais interviewé un directeur de plateau qui était soudainement en train de vouloir devenir un chanteur country. Ça n'a pas été un grand succès, mais on s'est connus. Et là, il m'a donné un break pour entrer dans le doublage. Il m'a admis comme étudiant au Conservatoire de théâtre. Et c'est là que j'ai pu parfaire les premiers pas de cette étude-là. Alors, je me suis mis à faire du doublage dans les ambiances, des petits rôles, faire un hôtelier qui dit « Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez manger? » Oui, tu sais, puis des petits rôles « Oui, madame, d'accord. » Tu sais, des taxis, toutes sortes de petits rôles comme ça qui m'ont permis de tranquillement me développer, faire en sorte que j'ai pu comprendre ce métier-là. Encore une fois, c'était toujours dans l'adaptabilité et l'apprentissage permanent. Et l'humilité parce que je voyais des gens qui étaient, ma foi, des virtuoses au microphone. Et pour moi, les mots défilaient à une vitesse bien au-delà de ce que je pouvais en absorber. Avec le temps, j'ai appris à faire confiance à mon organe gris et j'ai pu interpréter des choses intéressantes. Et en travaillant, je suis devenu la voix de Tom Hardy, une des brutes du cinéma en ce moment, qui a fait Batman, il fait toutes sortes de rôles tough. Il a fait Venom récemment. Donc, je ne sais pas si vous avez vu Venom, qui n'est pas nécessairement le plus grand film de l'histoire de l'humanité, mais il faisait une bibite là-dedans. Et je faisais et la bibite et le personnage. Donc, je devais me métamorphoser. Alors, ça a été très intéressant. Maintenant, je fais beaucoup de voix, beaucoup de doublage. Je suis devenu récemment la voix pour les parcs thématiques Walt Disney. Je fais des voix aussi pour Jaguar Land Rover. Je fais des voix en narration. J'ai même animé à peu près 150 épisodes d'une émission sur les extraterrestres. Et ça a été très instructif. Donc, je dirais que quand Musique Plus est fini, puis que je suis, disons, tombé dans l'obscurité, vraiment au niveau pratique autant qu'au niveau mental, émotionnel, quand on est très connu, puis qu'on est toujours dans un tourbillon de reconnaissance constant, c'est une reconnaissance qui est démesurée à être à la télévision, pas parce que c'était moi, mais parce que j'étais dans un contexte dont je faisais partie et qui, à ce moment-là, était d'une popularité inégalée. C'est-à-dire une télévision pour les jeunes avec des groupes dont ils ne voyaient jamais la musique, avec des artistes dont ils ne voyaient jamais la présence à la télé québécoise. Et moi, soudainement, je rencontrais tous ces gens-là. Et je me rappelle d'avoir été avec Renaud. Renaud qui dit...
Ma foi, tu ressembles à mon petit frère, toi. T'as les cheveux longs comme moi, un peu de barbe de plus et tu serais mon petit frère. » Et donc, Renaud, j'interviewe Renaud, puis on s'en va. Renaud, il dit, est-ce que tu veux m'amener un peu à Montréal, me faire visiter cette ville fantastique? Fait que je l'amène dans le quartier chinois. Et là, personne connaît Renaud dans le quartier chinois, mais moi, tout le monde me connaît dans le quartier chinois parce que les Chinois écoutent aussi des vidéos. Et donc, je me retrouve avec Renaud, et Renaud qui est à côté de moi, mais les Chinois viennent me parler tous en même temps. Personne parle à Renaud. Et Renaud s'esclaffe, et il est heureux. Et il vit un moment de nirvana absolument extraordinaire, de vivre l'incognito, enfin, dans le quartier chinois à Montréal, et j'ai vécu ce moment-là avec Renaud. C'était merveilleux. Mais donc, quand Musique Plus s'est arrêté, ça a été financier, émotionnel, ça a été une trajectoire où j'ai côtoyé certaines substances qui font en sorte que le cerveau fait quelques pirouettes inopinées. Et je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti grâce à une philosophie dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai quittée depuis, parce que j'avais fait le tour de ce dont j'avais besoin, mais j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme de façon intensive et j'ai récité des mantras, j'ai étudié énormément la philosophie elle-même. Et j'ai voyagé au Japon, je suis allé voir des maîtres, des moines, je suis allé étudier, je suis allé entendre. Et il y a un après-midi où j'étais à Tokyo dans un autobus avec un maître bouddhiste. Et à un moment donné, on est assis seuls ensemble, puis là, il me dit « What do you do? » Je dis I'm an artist. « You're an artist. Oh, artist. Ah, great. Artist. Imagination. Oh, creativity. Oh, artist. I see. Il ne dit plus un mot pendant 1 heure. On est assis au côté. Au bout d'1 heure, il me regarde, il dit, là, je vais vous le faire en français. Il dit, est-ce que vous savez quelle est la plus grande forme d'art? Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, peut-être la musique classique, la peinture, Non. Je ne sais pas. Il dit, la plus grande forme d'art, c'est l'art de vivre. Et il m'a beaucoup éclairé cette journée-là. Et ce qu'il me disait, en fait, c'est que tu sois artiste, professeur, ingénieur, assistant administratif, peu importe, tu es dans la plus grande forme d'art en respirant à ce moment précis l'art de vivre. Je dirais que le monde de l'éducation est un monde de l'art de vivre. Vous enseignez l'art d'être, l'art de devenir soi-même dans l'élévation. Et je dirais, pour avoir côtoyé mon père souvent et de l'avoir vu enseigner, excusez-moi, qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans l'enseignement. Il y a toujours quelque chose de sacré quand on est devant des étudiants de quelque âge que ce soit. On a une responsabilité phénoménale par rapport au fondement de ce qu'ils sont. Alors je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une réunion sacrée. On est dans un moment sacré avec des gens qui se dévouent à aider d'autres gens à passer leur vie à apprendre, à devenir des versions toujours plus merveilleuses d'eux-mêmes. Je dirais, en terminant, j'ai écrit un petit quelque chose sur ce que j'ai appris au cours des dernières années. Se forger un patrimoine personnel et collectif en remerciant le passé et les enseignements que nous avons reçus, afin de passer à la version actualisée du soi et de l'époque dans laquelle nous vivons collectivement.
Il est important de prendre conscience de l'infinie pluralité des messages enregistrés dans l'inconscient collectif par la descendance multigénérationnelle. Ces décisions du passé prises dans des contextes spécifiques peuvent cependant devenir des fossiles cristallisés dans nos comportements. En d'autres termes, j'ai rien contre mes ancêtres, au contraire, je les remercie infiniment. Et cela me permet de demeurer objectif quant à l'utilité de telle ou telle chaîne de pensée et de disposer de ceux qui me paraissent maintenant anachroniques. Je me suis longuement penché sur la résistance au changement parce que j'ai dû souvent changer de trajectoire. Eckhart Tolle parle de la résistance comme étant le carburant de l'ego. Quelle que soit mon activité, mon cerveau fait entre autres 3 choses importantes. Il émet une série de combinaisons chimiques, il produit un nombre incommensurable de connexions électriques et émet plusieurs types d'ondes. Si je suis dans le mode de la résistance et le jugement, la consistance de ces opérations n'est en rien la même que si je suis dans l'ouverture et la curiosité. Le corps ne réagit pas du tout de la même façon à une attitude négative qu'à une attitude constructive. Le résultat chimique, électrique et ondulatoire sont complètement déterminés par la posture mentale et émotionnelle. À cet égard, je me fais un devoir quotidien de m'adonner à la méditation. Et comme le confirme le docteur Deepak Chopra, cet exercice permet au corps et au cerveau de se retrouver en état d'homéostasie, en réinitialisation, si vous me permettez. C'est alors que les systèmes de notre organisme peuvent se mettre en mode réparation. Donc, au lieu d'être dans la préoccupation, d'être dans comment je vais faire telle affaire, d'être dans le futur, d'être dans le passé, on devient soudainement en dehors du monde de la pensée au présent. Et là, les systèmes chimiques, liquides, hormonaux, se mettent à réparer les endroits qui en ont besoin, sans avoir besoin de s'occuper du reste. Parce que quand le cerveau a une préoccupation, c'est là que toute l'énergie s'en va et le reste est laissé pour compte. Je voudrais vous dire aujourd'hui que j'ai une confiance totale dans votre milieu, dans chacun de ces intervenants. Je dirais que depuis que M. Cool, dont le nom m'inspire à mettre la table pour le plaisir et la joie, depuis M. Cool m'a parlé, m'a invité ici, je me suis mis à réfléchir, puis à chaque personne que j'ai rencontrée, je me suis rendu compte qu'ils étaient la somme de leurs fibres profondes et de leur éducation, et que je rencontrais à travers eux des milliers de professeurs, des milliers d'enseignements, des milliers de paroles, de pensées. Et donc, j'ai plus la même vision qu'avant. Je viens d'apprendre vraiment quelque chose de nouveau en côtoyant votre monde, en me préparant à vous parler ce soir. Et je dirais que le monde de l'enseignement, peut-être je vais me répéter, mais est là pour rendre l'autonomie présente dans le cœur des êtres. Et moi, depuis que j'ai étudié, que je poursuis mes études, en ce moment, je suis en train d'étudier le yoga, j'ai mal au dos un peu, mais j'adore étudier le yoga. J'étudie aussi la nutrition, j'ai perdu 30 livres cette année. Je voulais revenir à une condition physique meilleure, mentale meilleure pour mieux vivre ma vie. Et j'aime votre monde, j'ai confiance en votre monde. Pour moi, vous êtes un monde sacré, vraiment sacré. Merci beaucoup.
Je retiens plusieurs choses, mais 2 mots. Peut-être faire un lien avec ce qui nous rassemble ici. Il parlait d'ouverture et de curiosité. Et j'ai l'impression que c'est une posture qui va nous animer, notamment demain, dans ce qu'on voudra faire. Merci beaucoup, Paul, pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Vraiment, en fait, moi, un peu la même chose. Hein. Je retenais se réinventer, continuer d'avancer, envisager de nouvelles trajectoires, hein, de ne pas faire fi, d'avancer continuellement. Puis toujours de se rappeler d'où l'on vient. Ce sont des phrases, donc, demain, nous aurons l'art de vivre ensemble le sommet. Sur ce, on voudrait prendre quelques minutes, Geneviève et moi, parce que là, on a été interpellés dans le cœur, dans l'esprit, puis demain, on vous interpelle dans la tête, pas à peu près. Et peut-être un peu se mettre au diapason par rapport à l'événement de ce sommet, qu'on croit un peu atypique par rapport à d'autres types de manifestations, parce qu'il est co-construit avec vous tous. Je suis particulièrement fier du fait qu'il y a dans cette salle des intervenants de tous les secteurs de l'éducation, vraiment de tous les secteurs, qu'on soit chercheurs, directeurs, CP, enseignants, le monde de l'association, syndicats, privé, public, collégial, primaire, et j'en passe. Donc, jeune, universitaire. Tout à fait. Et je trouve ça merveilleux qu'on prenne ce temps-là dans nos agendas hyper chargés de venir passer ce moment de réflexion. Donc, de nous, la responsabilité de vous proposer un déroulement demain qui saura répondre aux attentes de tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'on va vérifier les attentes tout à l'heure avec les gens. Là, OK? Vous avez vu les petits cartons sur vos tables, là, les petits codes QR, donc on fera appel en fin d'allocution. Donc, un petit mot. Donc, ça c'est moi, ça? OK. L'an passé, à Drummondville, à peu près à la même date, on était réunis pour le premier sommet du développement professionnel. Ceux qui étaient, il y en a plusieurs ici dans la salle, se rappelleront que l'approche était plus un regard, je dirais, global, systémique par rapport aux enjeux et les grandes questions, les grands éléments qui touchent la formation initiale, la formation continue, l'accompagnement et tout ça. Donc, on va prendre un moment pour juste se rappeler de ce qui s'était passé l'an passé et les grands constats. Donc, vous vous souvenez, dans le bilan, nous avons publié 7 grandes thématiques qui ont été abordées. Entre autres, la valorisation du développement professionnel. On se disait que c'est important dans le milieu de l'éducation d'augmenter la visibilité des bons coups, d'accueillir la relève qui se joint à nous. Ensuite, on parlait d'un arrimage entre la formation initiale ainsi que la formation continue. Donc, d'installer une culture du doute pour justement favoriser la formation continue et le développement tout au long, être un apprenant à vie. Le lien entre la recherche et la pratique, donc ce qui est ressorti du bilan, entre autres, le rôle clé des conseillers pédagogiques qui font le lien et qui, justement, le lien entre la recherche, les milieux, etc., favoriser les différentes initiatives et on parlait même, pourquoi pas, un TEDx annuel en éducation. On a ensuite abordé le DP et les contraintes systémiques, d'être imaginatif, innovant, parfois dans les contraintes organisationnelles, justement pour dégager du temps, pour donner un levier au développement professionnel et bien sûr, les 2 dernières bulles, la persévérance professionnelle pour l'ensemble des gens qui œuvrent en éducation et reconnaître le développement professionnel, qu'il soit sur une base personnelle, professionnelle, donc de le mettre à profit et sous la loupe. De ces thématiques et des discussions, vous vous souviendrez qu'elles étaient animées sous ces 7 angles-là. Il y a eu 4 grands constats. Donc, l'importance du développement professionnel dès la formation initiale. Hein, quand tu mentionnais la thématique développement initial et continu, moi, j'aime dire aux gens, c'est dans le nom, tu sais, initial, continu, tout est là.
et cette démarche d'ouverture, de growth mindset et de posture ouverte à la croissance. L'autonomie des enseignants pour qu'ils soient justement créatifs. Avec cette autonomie-là vient cette responsabilité aussi de faire mieux ce qu'ils font bien. Le leadership des directions et des différents gestionnaires pour créer les conditions permettant aux enseignants de mettre en place ces enseignements innovants-là. Et aussi, finalement, le constat d'une meilleure collaboration entre le milieu universitaire et le personnel des écoles. Moi, j'en profite pour dire, là, je fais une plug, là, OK? Jeudi dernier, Cadre 21, avec les gens de l'école Lucien-Guilbeault et 2 chercheurs de l'UQAM et l'entreprise LU remportaient le prix partenariat de l'UQAM, toutes catégories confondues. Donc, c'est beau de voir finalement cette reconnaissance-là lorsqu'on met les acteurs ensemble pour les bonnes choses. Finalement, dans les recommandations, la première était destinée aux directions d'établissement, donc du secteur jeune et adulte, de faire preuve de leadership justement pour assumer la responsabilité puis de veiller au développement professionnel de leurs enseignants, qu'ils soient en insertion professionnelle ou en milieu ou fin de carrière, de continuer de poursuivre l'apprentissage. Aux directions des commissions scolaires, d'inclure ce volet de développement et une enveloppe associée à ce plan. On sait maintenant qu'il y a eu, depuis ce temps-là, un nombre de mesures budgétaires qui favorisent justement la formation et d'être imaginatif pour faciliter l'accès à des formations de qualité. Au ministre de l'Éducation, on mentionnait d'agir pour atténuer en fait l'impact des principales contraintes systémiques qui nuisent au développement professionnel en éducation. Donc, de dégager du temps, d'avoir un portfolio national, de prioriser le développement professionnel. Ce sont toutes des suggestions. Et enfin, une recommandation qui venait finalement du groupe, des gens ici, développer chez les futurs enseignants cette culture, cette posture. Il y a déjà quelqu'un qui a parlé d'être en mode bêta perpétuel. J'ai même vu des tatouages circuler dernièrement de cette culture de continuer à apprendre. Là, maintenant, on est rendu au regard au-delà des constats. Donc, à la lumière de cet examen un peu global et systémique, pensez un peu une caméra Google Earth qui se rapproche, donc on va zoomer, se rapprocher de la réalité de l'enseignant et de l'enseignante. Qu'est-ce qui caractérise son quotidien dans ce système école ou cet écosystème école-là, c'est la thématique que nous avons choisie pour le sommet DP19. En passant, je vois la balise Twitter, sommet DP19, de faire part des conversations là aussi. Donc, des regards qui vont aller au-delà des constats qu'on a pu faire. Nous les avons fait l'an passé, d'autres l'ont fait aussi dans différentes communications, que ce soit le Conseil supérieur d'éducation ou même d'autres chercheurs. Alors, une des perspectives qui va être abordée demain se nomme en fait l'accompagnement. Il y a plusieurs acteurs qui contribuent justement à l'accompagnement des enseignants tout au long de leur carrière. Et demain, il va y avoir des gens qui vont justement élaborer sur cette perspective-là. Ce qui est important, c'est de savoir dans le milieu de l'éducation, en fait, être capable d'accompagner, être capable de se laisser accompagner, être capable d'influencer, être capable de se laisser influencer. Et je suis en train de lire un livre qui me passionne, en fait, le Third Teacher, c'est un livre anglophone et qui parlait justement, dans le livre, il y a plusieurs recommandations. La 61e, et ce n'est pas en ordre d'importance, il mentionnait de se choisir un mentor plus jeune que nous. On a tendance à choisir un mentor plus vieux pour la sagesse, l'expérience, c'est super, mais aussi d'avoir un autre mentor, un mentor plus jeune qui va nous faire part de ses rêves, qui va nous faire part justement de ses inspirations pour que nous, on puisse justement ajuster le milieu d'éducation à notre relève là, qui s'en vient. Donc voilà, l'accompagnement. C'est bon ça. Disons que moi j'ai le choix, il y en a beaucoup autour de moi, plus jeunes que moi. La perspective du leadership.
Je disais un peu plus tôt, savoir créer les conditions pour permettre justement l'émergence d'innovation. C'est une compétence absolument essentielle. Plusieurs dans la salle ici le vivent au quotidien, sont interpellés au quotidien à exercer un leadership qui mobilise, qui accompagne, qui côtoie et qui apprend aussi en même temps. Et collectivement, on tend vers ce qu'on appelle une organisation apprenante. Une organisation apprenante, donc qui se traduit ensuite par une culture organisationnelle. Et là, on est vraiment là dans l'humain, dans l'organisation. Et c'est pour ça que j'aime de plus en plus le terme d'écosystème école. Une autre perspective qui sera abordée, la formation universitaire, c'est-à-dire d'adopter justement une mentalité de croissance, être un apprenant à vie, autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Donc voilà, c'est important tout au long de la carrière et il y a des gens qui vont vous en faire part. Et la dernière perspective, celle de la profession comme telle. Oui, il y a des encadrements légaux, il y a des dispositions de conventions collectives et tout ça. Quelles sont les compétences requises ou qui sont suscitées par rapport aux nouvelles réalités? Je pense qu'on le dit, d'autres le disent tout le temps, on l'a entendu tout à l'heure, le monde change et va continuer de changer, bien souvent à des rythmes qui nous impressionnent. Et ce changement de posture-là, de pouvoir justement accompagner et de s'actualiser tout au long de son cheminement. Alors, ça fait un peu le tour de la table qui est mise. Demain, nous allons pouvoir, on va vous accueillir dès 8 heures à l'entrée ici et par la suite, vers 9 heures, on s'installe au niveau du déroulement de la journée. Le repas du midi sera servi dans cette même salle et la synthèse de fin d'après-midi aura lieu également ici. Entre-temps, vous vous dirigerez vers différents locaux pour entamer justement la réflexion qu'on vient de vous décrire. Mais avant de vous quitter et surtout de vous permettre de continuer à échanger, allez voir les gens, nos commanditaires, non, je ne vais pas dire ça, oui, les gens qui sont ici avec nous pour connaître leur offre de formation, parce que c'est pas mal ça qui nous lie tous dans cette pièce, et d'échanger avec eux, de bien profiter du reste de ce moment. Mais on va vous demander quelles sont vos attentes. Et puis, c'est un sondage non scientifique. Est-ce qu'on est rendu là? Je te laisse partir, puis ensuite je vais reprendre. OK, parfait. Donc, je vous invite, il n'y a pas de carton plastifié pour chacun d'entre vous. Donc, vous allez pouvoir, il y en a sur les tables bistrot et sur les grandes tables rondes. Donc, vous pourrez en choisir un. Connaissez-vous l'application Plickers? Bon. Mais ce n'est pas compliqué. L'application Plickers nécessite qu'un seul appareil, deux incluant mon ordi. Oups. Et, donnez-moi juste un instant que je m'en vais sous la bonne page. Voilà. OK. Ça, c'était le test. Voilà. Oui, ça, c'était un test. Ça ne comptait pas celui-là. OK. Donc, je vais aller en mode plein affichage. Ah, c'est quoi ça? Il fallait que je l'arrête. Je m'excuse, ça s'en vient. Donnez-moi un instant et on va vous laisser continuer. Parfait. Voilà. OK, j'essaie juste d'effacer les réponses d'un test, là. Aïe, 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 d'un essai qu'on avait fait. Je suis vraiment désolé. Hein? Bon. On va vous demander, là, évidemment, c'est qu'on va aller chercher leur vote à eux. Et là, playing live. Mon doux la vie. Je l'ai pourtant fait plusieurs fois devant 350 personnes, pas nerveux, pas en tout. Attendez, juste un instant. Oui. Voilà, Mark Dunn. Voilà. OK, ça l'a effacé. Et là, on y va. Hey! Bon, on va arrêter de niaiser ici. Donc, demain, on va vous demander, voulez-vous chercher... Pourquoi vous êtes ici? Je peux faire à main
À main levée, combien sont ici pour proposer des pistes d'action originales? On en voit quelques-unes. Combien veulent être inspirés par d'autres autour d'eux? Oui, c'est beau. Et combien veulent réseauter avec d'autres du monde de l'éducation? Wow, comme dirait Bernard de Rome, si la tendance se maintient. Et combien veulent profiter du bar à bonbons? Oui, pas mal tous, en effet. Oui. Alors, on vient de vous sonder en lien avec vos attentes envers nous, l'équipe organisatrice du Sommet du développement professionnel 2019. Maintenant, nous, nos attentes envers vous, notre intention, laissez-vous nous, inspirez-vous, propulsez vos idées, influencez, participez activement, contribuez, réinvestissez ensuite dans votre milieu ce que vous aurez fait avec nous ce soir et demain. C'est vraiment un temps de co-construction. On oublie notre titre, on oublie notre posture et on vient justement mettre la main à la pâte pour justement bonifier le développement professionnel. Donc, sur ce, on vous souhaite une agréable soirée. Et le rendez-vous demain matin est dans cette salle quand même assez tôt. Merci beaucoup tout le monde pour votre excellente écoute. Merci M. Sarrazin encore une fois pour vos belles paroles. Bonne soirée tout le monde.